Partie 4 de ce DM, là aussi un exercice finalement très classique qui fait appel à la notion de précipitation ou de solubilité. La réaction elle être utilisée dans les deux sens. On fait attention que quand l'histoire commence, on rajoute des solutions ioniques dans un solvant où il n'y a pas de précipité au départ. On utilise donc la réaction dans le sens de la précipitation. Et on veut prouver que la précipitation va se faire. Donc comment on fait? On s'appuie bien sûr sur la définition un peu théorique, si vous me permettez, de la réaction de précipitation. J'écris l'équation chimique, je fais attention aux états physiques, que je précise bien. Je définis la constante de la réaction dans le sens où je veux que la réaction ait lieu, c'est-à-dire dans le sens de la précipitation, c'est-à-dire que la constante c'est 1 sur Ks. J'en donne la valeur numérique, 10 puissance plus 8,6. Donc bien sûr, cette réaction-là est une réaction thermodynamiquement favorable. Mais vous savez que pour qu'un précipité se voie, il faut qu'il s'en forme suffisamment. Donc il ne suffisait pas de me dire « Ah ben la réaction elle est totale, donc tout va bien, le précipité va se fabriquer ». Je ne vous aurais pas posé la question comme ça si c'était si évident. Qu'est-ce que vous avez appris en sup? Vous avez appris en sup que pour démontrer qu'une réaction se fait réellement, qu'elle démarre dans le sens 1, vous deviez comparer le quotient dans l'état initial avec la valeur de la constante. Je vous ai remis dessous le petit dessin qui vous permettait de vous rappeler de ce sens-là. On n'a même pas besoin de faire les démonstrations à chaque fois. Il était donc question ici de calculer la valeur du quotient de la réaction choisie à l'état initial, c'est-à-dire en calculant les concentrations de chacun des ions dans l'état initial, en faisant quand même gaffe que quand on mélange 50 ml d'une solution et 50 ml de l'autre, on a bien entendu un phénomène de dilution qui a lieu, et donc ces deux concentrations, je les avais calculées au préalable. Calculer Q dans l'état initial, c'est simplement appliquer la définition, 1 sur concentration de Ca2+, fois concentration de C2O4 on en calcule la valeur, elle est largement plus petite que K, et donc oui, le précipité va se former. Bon, ça, c'était la méthode la plus élégante, qui permettait de prouver que la réaction va vraiment démarrer et que je vais observer la formation d'un précipité. Mais vous auriez aussi pu utiliser ce que nous avions revu ensemble, c'était de comparer si la limite de précipitation pouvait être atteinte. Certains d'entre vous ont appliqué cette méthode-là, je vous la propose comme une méthode alternative. Vous choisirez une des deux, vous n'êtes pas obligé de faire les deux, on est bien d'accord. Il suffit de regarder à partir de quand un seul grain de solide peut se former, et puis vous pouviez calculer soit la concentration limite en ion oxalate, soit faire le problème inverse, calculer la concentration limite en calcium, en supposant connue la concentration en ion oxalate. Vous voyez, ça fait 3 méthodes différentes. Je vous laisse regarder le corriger, ça ne présente pas de difficulté. Ce qu'on voulait, nous, c'était savoir quelle était la masse totale de solide formé. Maintenant, on sait que la réaction a lieu, et maintenant, on sait en plus qu'on s'appuie sur une réaction dont la constante est extrêmement grande, donc maintenant, je peux utiliser le fait que je sais que la réaction va être totale. Beaucoup se sont pris les pieds dans le tapis à ce moment-là. Pour savoir comment évolue une réaction totale, on pose son tableau d'avancement et on cherche qui est limitant. On regarde les quantités de matière initiale. Et ici, bien évidemment, la quantité limitante, c'était les 10-3 moles d'ion calcium. Ça veut dire qu'il resterait des ions oxalates dans la solution, mais que la quantité de solide qui se fabrique, elle est limitée à 10-3 moles. En déduire la masse ne présentait bien entendu aucune difficulté. La masse, c'est le nombre de moles divisé par la masse molaire, etc., etc. Voilà, je me suis même amusée à calculer la concentration résiduelle à l'équilibre pour bien vous prouver qu'on avait raison de dire que la réaction était totale, puisque de toute manière, quand on écrit qu'il y en a quasiment 0, vous savez qu'en vrai, c'est un epsilon qui tend vers 0, mais que la relation d'équilibre K égale QEC est toujours vérifiable. Voilà pour cette question. Ensuite, on faisait quoi? Ensuite, on filtrait, donc on extrayait la quantité de solide que l'on vient de fabriquer, les 0,13 grammes, les 10-3 moles, toujours plus facile en chimie de parler en moles. Et puis, on veut les laver. Donc, on les met au contact de 50 ml d'eau. Et donc, ce qu'on craint, ou en tout cas ce qui va arriver, c'est qu'on va assister à une redissolution. Je traduis une fois de plus le phénomène expérimental que je vais observer par la réaction écrite dans le bon sens. Donc la réaction sur laquelle je travaille, je l'inverse. Je l'écris ce coup-ci dans le sens de la dissolution. La constante de cette réaction devient Ks. 10-8, 6. Mais c'est une réaction qui sera très peu déplacée, très défavorable. Quand je vais poser mon tableau d'avancement, je vais définir un xi, et un xi qui tend très largement vers 0. Comment j'en calcule la valeur? En disant que de toute manière, il y a équilibre, que Ks égale Qec.
Vous déduisez la valeur de xi, vous revenez à la masse. Et vous vous rendez compte qu'au cours du lavage, on a perdu 0,32 mg. Alors ça peut paraître peu, mais c'est quand même une perte qui a son rôle. Et puis il y avait une question expérimentale pour terminer cette partie-là. Comment on fait pour limiter une perte? On limite les facteurs expérimentaux qui ont une incidence sur la solubilité. Et le premier facteur auquel vous devez penser, c'est la température. Il est très recommandé de faire des lavages avec de l'eau froide, de l'eau glacée, pour limiter les pertes au moment des opérations de lavage. Tous ceux qui m'ont dit on met moins d'eau, non. Si vous mettez moins d'eau, le lavage est moins efficace. Donc vous perdez en qualité de produit. Par contre, si vous mettez la même quantité d'eau froide, vous avez un lavage efficace et moins de pertes. Voilà, encore une fois, un exercice qu'il faut travailler jusqu'à être sûr que vous avez compris les raisonnements qui sont dedans. Il n'y avait pas de piège dans ces exercices-là, ils sont classiques. À vous de jouer maintenant.